toutes et à tous, les Arabes Musées vous retrouvent aujourd'hui à la Villa Cavrois pour vous proposer une petite visite. Donc la Villa Cavrois, c'est une villa qui a été réalisée par l'architecte Robert Mallet-Stevens. C'était un architecte très connu et très renommé à son époque. Son architecture, elle était vraiment caractéristique de l'architecture de l'entre-deux-guerres. Et la Villa Cavrois est considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture moderniste. C'est une villa qui a été pensée et construite pour l'industriel Paul Cavrois, qui avait donc deux filatures, une teinturerie, mais également une usine de tissage. Donc pour la petite anecdote, il a épousé la femme de son défunt frère, qui avait déjà 4 enfants, et ensemble ils vont avoir 3 enfants, et donc une famille très nombreuse. C'est pour ça qu'il a souhaité construire en fait cette immense villa. Et donc il l'a voulu comme une demeure pour une famille nombreuse, une demeure pour une famille vivant en 1934, avec une importance accordée à l'air, à la lumière, à l'hygiène, au travail, au sport et également à l'économie. Donc cette villa elle a été créée en 1932, habitée par la famille Cavrois de 1932 à fin 1939. Ensuite, ils ont quitté cette villa pour fuir les troupes allemandes qui vont entre-temps du coup occuper la villa. Et puis ils vont revenir habiter ici en 1947 jusqu'à fin 1985. Donc en fait à cette époque-là, le père était déjà décédé depuis quelques années, la mère est décédée et donc les héritiers ont décidé de vendre les meubles, mais aussi également de vendre la villa. Et donc nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de redécouvrir ou découvrir la villa dans son état initial. Oui, tout à fait. Alors en fait, ici, on est dans le hall salon. Donc on voit très bien que cette pièce, elle est assez vaste. Elle s'étend sur 2 niveaux en fait. Donc on voit la mezzanine juste au-dessus. Donc ça fait à peu près 6 mètres de hauteur. Et donc, vous voyez qu'elle s'ouvre vers le sud, donc vers le parc. Et alors on a eu une restauration il y a quelques années qui fait qu'on retrouve les couleurs vertes des murs ici, qui rappellent le côté boisé du parc. Et du coup, il y a quand même des meubles dans cette pièce. Est-ce que c'est des meubles d'origine? Est-ce que c'est des reproductions? Oui, alors en fait, lors d'une vente aux enchères en 2015, donc grâce au Centre des Monuments Nationaux, au Fonds du patrimoine et également à l'association des Amis de la Villa Cavrois, en fait, on a réussi à retrouver un lot de fauteuils et de tables qui appartenaient déjà auparavant à la villa, qui constituait cette pièce, mais qui avait été vendus entre deux. Donc, on a réussi à les retrouver, à les reprendre, donc, et on les a disposés tels qu'ils étaient auparavant, grâce aux photographies qu'on a pu retrouver des années 30. J'adore ici, m'intrigue un petit peu. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce radiateur, il rappelle un peu plus le style industriel, donc grâce en fait aux barres d'aluminium dessus. Donc c'est un nouveau style et de nouveaux matériaux qui sont apportés. Et on a juste à côté le point de feu. Donc vous voyez que avec le demi-cylindre au-dessus, tout ça fait en sorte que ça donne un côté plus intimiste finalement à la pièce. C'est aussi on a un autre matériau qui est utilisé, donc c'est le marbre jaune de Sienne. Et en plus, c'est pas visible tout de suite, mais on a un rond ici comme un hublot, et ça donne en fait une lumière assez douce qui est cachée, qui est indirecte. Par rapport à un caractère un peu impression avec cette. Voilà, exactement. Exactement. Pour le point de feu, avec les banquettes, c'est un peu plus proche, on va dire. Et du coup, ma petite question, je me demandais ce que c'était cette sorte de hublot noir qu'on a juste ici. Oui, alors vous verrez que ces hublots-là se retrouvent aussi dans quelques pièces aux alentours. Et en fait, ça a pour fonction d'être des haut-parleurs. D'accord. Et auparavant, la famille pouvait écouter par exemple la TSF, donc la radio, ou même se parler d'une pièce à une autre grâce à ce système. Ok, super. Merci pour cette présentation très intéressante. Ce qu'on peut dégager comme caractéristique de l'architecture ici, c'est plutôt ces matériaux et ces techniques assez modernes et assez neuves. Donc je vous propose de poursuivre notre visite en découvrant une nouvelle pièce. Voilà. Salut Marie, toi du coup tu vas nous parler de la chambre des aînés. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus?
Donc, en fait, cette chambre, c'est l'une des chambres donc, des aînés. Donc, c'est au fils Michel Cavrois, donc, qui n'est pas le fils de Paul Cavrois, mais de Jean Cavrois, je précise. Paul Cavrois a épousé sa belle-sœur. Je vous laisse méditer là-dessus. Et donc, là, la particularité, en fait, déjà, c'est au niveau de la distribution. Donc, elle se situe dans l'aile des parents, donc séparée du reste de la fratrie. Et en fait, on pense que c'est dû au fait que justement au moment de l'inauguration de la villa en 1932, Michel avait déjà 19 ans. Ok, voilà, donc c'était bon pour les plus grands et séparé des plus petits. Et donc je précise parce que malgré sa grande modernité, la villa en fait elle a quand même un programme et une distribution plus traditionnelle et héritée des demeures de campagne, un peu du 17, 18e siècle, voilà, ce côté bourgeois où on séparait les appartements entre enfants et parents. Donc voilà. Mais sinon, le côté moderne, on peut le voir ici, surtout, c'est par les décors, en fait, que ce soit au niveau des murs et des meubles. Et c'est cette polychromie, en fait, qui est influencée du Dustay. Donc le Dustay, c'est un mouvement avant-gardiste artistique néerlandais et donc d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, et donc qui est caractérisé par l'emploi strict des couleurs primaires. Donc le rouge, on peut voir ici du bleu, et normalement du jaune, donc on ne voit pas le jaune dans cette pièce-là, mais dans l'autre chambre de l'autre fils, on peut voir, voilà, il y a beaucoup de jaune, et aussi du noir et du blanc. Donc voilà, avec le plafond ici laqué noir, et le blanc ici qu'on peut voir ici, donc tout ça appliqué en aplat. Et surtout aussi, la grande caractéristique du Dustay, c'est les formes rectilignes et lignes droites, orthogonales, la réduction des formes et aussi la géométrisation des formes. Et donc on peut voir partout ici, voilà, c'est des rectangles, des carrés, là des cercles pour le plafond, pour les lumières, mais voilà, tout est très géométrique et on peut comprendre pourquoi ça a plu à Malice Stevens et que ça l'a influencé, vu que voilà, toute la maison a ce côté, voilà, avec une réduction des formes un peu partout, le côté géométrique qui prédomine en fait. Donc on peut comprendre que ça lui ait plu, et en plus c'est vrai que le Dustay c'était aussi là pour répondre aux enjeux en fait de la société d'après-guerre, mais de la société industrielle. Okay. Donc voilà, donc toujours ce rapport en fait avec l'industrie. Voilà, c'est une villa qui a été créée pour un industriel et qui voulait aussi ce côté pratique et aussi très moderne. Donc voilà. Et sinon pour le côté on va dire authentique, ici il n'y a plus, aucun meuble n'est d'origine en fait, mais il nous reste en fait un meuble, une table de chevet, mais qui n'est pas ici, qui est en Allemagne, au musée Vitra Design Museum. Donc voilà, mais sinon ici rien n'est d'origine, mais on a pu être aidé déjà pour les couleurs à partir de cette table de chevet. D'accord. Donc voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Du coup, comme l'a bien répété Marie, ce qui est vraiment très caractéristique de l'architecture de Malice Stevens ici, c'est l'utilisation des formes géométriques qu'on retrouve en fait dans la plupart des pièces de la villa. Bonjour Elena. Bonjour. Donc là aujourd'hui on retrouve Louise dans la salle de bain des parents Cavrois. Merci de recevoir ici. Merci. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette pièce? Voilà, Malice Stevens, vous le connaissez, elle a réalisé cette magnifique demeure. Et il a bien sûr intégré, à côté de la chambre du coup des parents Cavrois, une très grande salle de bain. Vous voyez déjà cette salle de bain est très lumineuse. Donc Malice Stevens a vraiment privilégié la lumière naturelle. Parce que la lumière artificielle c'est joli, mais bon, c'est toujours plus agréable dans la lumière artificielle. Et cette lumière, c'est en fait cette salle vraiment éclatante, mais également grâce à la couleur blanche, qui en fait voilà, bien sûr. Et concernant les décors, nous voyons que ils sont assez minimalistes. Okay. Voilà, les formes sont assez simples. Et cela contraste fortement avec la richesse des matériaux. Ici, vous avez ici la petite
sol, on va dire comme ça. Le lavabo, tout ce qui est tablette en marbre de Carrare. D'accord. Et des tiroirs sont en inox. Donc voilà, c'est des matériaux plus ou moins modernes, mais tout aussi luxueux. Nous voyons également que le mobilier aussi est assez minimaliste et il s'intègre vraiment dans l'environnement. En fait, l'ensemble crée un ensemble cohérent. D'accord. Et assez fonctionnel. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'était vraiment un peu chose rare en fait d'avoir ces dépenses aussi luxueuses à l'époque. Tout le monde n'avait pas la chance, c'était souvent bassine, ceci là le lavabo. Et si on peut faire un petit tour pour que je vous montre un peu les. Avec plaisir. Du coup, ici, chose assez innovante, c'est que Wallace Stevens a intégré, en fait, il a tout dessiné, celui-là. Et il a intégré des rangements intégrés dans la salle de bain. Okay. Donc, si vous les ouvrez, vous verrez, ils sont l'éclairage s'allumer en fait. Ouais. Éclairé. Ok, c'est pratique. C'est ça. Ça ne pouvait pas manger à l'intérieur, c'est vraiment pratique. Donc voilà, et donc après, il y a tout ce qui est nécessaire en fait au confort. C'est privilégié, c'est vraiment une chose aussi qui est importante pour l'architecte, c'est qu'il crée des choses fonctionnelles, minimalistes, mais il faut qu'il y ait du confort derrière. Et tout répond en fait aux priori hygiénistes. En fait, on crée aussi un espace, comme vous voyez, en fait, le marbre, c'est insalubre. Ça va vraiment lutter contre la salubrité en fait. Okay. Voilà, préserver l'hygiène, il y a vraiment un culte du corps qui se met en fait aussi en place. Et comme vous voyez, ici, il y a la présence d'un pèse personne, voilà, une balance, qui malheureusement aujourd'hui disparu, suite quand la villa a été un peu mise à l'abandon. Donc ici, vous avez juste le cadran qui reste aujourd'hui, mais elle n'est plus utilisable. D'accord. Donc aussi, vous avez tout ce qui est assez innovant, donc vous avez une douche assez âgée. Voilà, c'est un peu comment aussi d'avoir une douche âgée, avec des mosaïques au niveau de l'art. D'accord. Et ici, il y a une douche pour vous présenter. En fait, vous voyez bien. Oui, excusez-moi. Donc, en fait, du coup, vous voyez bien qu'en fait, il n'y a pas du tout de robinet. D'accord. Et le but, en fait, c'était de justement de tourner ce petit bloqué là. Oui. Et en fait, c'était le plein d'eau en trop en fait, qui venait se déverser dans la j'allais dire la douche. Et en fait, c'était aussi un souci d'économie, en fait, de réutilisation et en fait de fonctionnalité. Je pense qu'on avait vraiment cette idée de créer quelque chose de moderne, mais avec une logique, en fait. D'accord. De fonctionnalité, d'économie. Voilà. D'accord. Donc en fait, en caractéristique principale de cette pièce, ce qu'on peut retenir, c'est que Wallace Stevens a insisté sur la sobriété et aussi sur la fonctionnalité. Et donc je vous propose de découvrir une autre pièce avec une autre caractéristique de l'architecture. Pour terminer cette visite, on te retrouve ici, Agathe, dans une des pièces de la villa, pour que tu nous parles un petit peu de ce qui est devenu la villa après la dernière occupation de la famille Cavrois. Ouais, alors du coup, déjà pour rappeler, elle a été occupée de 1940 à 1944 par les troupes allemandes. Et à ce moment-là, elle a subi de nombreux dommages. D'accord. Mais elle est réhabitée par les Cavrois jusqu'en 1985, où Lucie Cavrois décède. Et donc il ne reste plus que les héritiers. Et donc à ce moment-là, le mobilier est vendu lors d'une vente aux enchères. Et la villa en elle-même est vendue à une société immobilière qui, elle, veut la détruire. Donc à ce moment-là, il y a un peu un mouvement d'opposition et la villa est classée donc, au titre des monuments historiques en 1990, ce qui permet donc d'éviter la destruction, mais pas de la restaurer tout de suite. Et en fait, elle est laissée à l'abandon. Et globalement, de 1988 aux années à 2001, elle est laissée à l'abandon et donc il y a beaucoup d'actes de vandalisme et de pillage. Donc ce qui la détériore vraiment énormément. Et elle est rachetée en 2001 par l'État, pour justement préserver ce bien en péril, donc avec une grosse campagne
de travaux de restauration. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces campagnes de restauration, notamment par qui elles ont été menées? Alors, du coup, elles débutent en 2003 et elles ont été menées par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et par le Centre des monuments nationaux, donc lui de 2008 à 2015. Et donc, le but, c'était de retrouver l'état d'origine de la villa donc, au moment de son inauguration en 1932. Et donc, la restauration, elle a commencé déjà par le renforcement des structures, la restauration du jardin, du clos, mais aussi et surtout des espaces intérieurs, parce que on voit ici, ils étaient du travail. Voilà. Et donc comment ils ont procédé, mais grâce aux photographies déjà d'époque, au tracé archéologique du bâti, mais aussi aux notes de l'architecte. D'accord. Et aussi, ensuite, s'est posé la question de comment valoriser un tel patrimoine et comment aussi fournir une médiation adaptée. Et donc ça, c'est le Centre des monuments nationaux qui s'en est chargé. Donc, toute cette restauration a conduit à la réouverture de la villa au public en 2015. D'accord. Et du coup, pourquoi on se trouve ici particulièrement dans cette pièce? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Alors, effectivement, en fait, déjà, on se trouve dans l'aile des enfants et des gouvernantes. Donc, on est dans la dernière pièce de l'aile. Et elle a été volontairement laissée en l'état dans lequel elle était donc avant la restauration. D'accord. Pour montrer déjà l'ampleur des dégâts, mais aussi l'ampleur du chantier de restauration, parce que c'était pas une mince affaire quand même. Oui. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir comment était construite la villa. Par exemple, on a ici les conduits qui sont encastrés dans le mur de briques. D'accord. Donc c'est intéressant parce que ça montre bien toujours ce souci d'économie qui était voulu de place. Voilà. Donc il existe d'autres exemples témoins visibles dans la villa, comme dans la chambre de jeune homme dont Marie vous a parlé juste avant, où on peut voir du coup des petits carrés qui laissent apercevoir le mur gratté avant restauration, qui avait été gratté pour retrouver la couleur d'origine des murs de la villa, enfin, en tout cas de la chambre. Et également, la villa fait partie d'un programme mondial de préservation des maisons emblématiques du XXe siècle, ce qui montre son importance dans l'architecture moderne du XXe siècle, donc précisément de l'entre-deux-guerres. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette villa est considérée comme un château contemporain par sa dimension et aussi la vue qu'on peut avoir. Enfin, elle possède toutes les caractéristiques du château contemporain, d'où son nom. Voilà. Et aussi, on peut dire que c'est l'œuvre la plus aboutie de Maïs Stevens, donc grâce par cette caractéristique d'art total. Et donc c'est un des rares exemples qui reste encore en France actuellement d'architecture moderne. Ok. Donc, du coup, pour conclure cette visite de la villa, on peut dégager 4 caractéristiques principales de l'architecture de Maïs Stevens. On a vu avec la salle de bain des parents tout ce qui est touché à la sobriété et à la fonctionnalité. Dans le salon, on a vu l'utilisation de matériaux et de techniques assez modernes. Et la chambre des aînés nous a montré en fait cette importance des formes géométriques. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir la Villa Cavrois. N'hésitez pas à consulter leur site internet ou leurs réseaux sociaux si vous avez besoin de plus d'informations. Et petit plus, ils fabriquent leur propre miel avec des ruches installées ici à la villa que vous pouvez acheter en boutique. Donc on en profite également pour remercier vraiment à la Villa Cavrois de nous avoir permis de faire cette vidéo ici. Et également pour vous souhaiter une très bonne année 2020.